Salut à tous, c'est Mister Météo. Je sais que vous allez bien. Donc là, tout de suite, je vous fais une petite réaction face à un article. Alors l'article, c'est Ouest France, réchauffement climatique. À quoi ressemblera la vie d'un enfant né en 2019? Donc si vous voulez le chercher, cet article, par rapport à ce que je vais vous dire, Ouest France, réchauffement climatique. À quoi ressemblera la vie d'un enfant né en 2019? Je vous le mettrai dans la description. Donc cet article-là, comme d'habitude, ton ultra catastrophique, pour pas changer, malnutrition, épidémie, pollution, blabla, les experts de 35 institutions mondiales sont en alerte sur le réchauffement climatique dans la revue de Lancet. Donc ouais, ils prennent ça comme référence. Moi j'ai envie de leur dire pourquoi vous parlez pas des 35 000 scientifiques qui ont signé la pétition de l'Oregon en disant non, il n'y a pas forcément de main de l'homme dans un éventuellement changement climatique, et si jamais il y avait changement climatique, il ne serait pas nécessairement d'origine anthropologique, il ne serait pas nécessairement non plus, comment on appelle ça, catastrophique. Pas une catastrophe forcément, même s'il faisait un petit peu plus chaud, comme ce qu'on nous rabâche à corps et âme perdu. Ou pourquoi on ne parle pas des associations de climato-réalistes ou climato-optimistes qui existent. Je fais une petite parenthèse là, et il y a plein de scientifiques aussi qui aimeraient bien y être dedans, mais qui ne peuvent pas parce que sinon ils se font couper leur fonds. Il y a même des lettres qui sont consultables de la part de certains, ou en tout cas des écrits, comme quoi c'est pas aussi évident de garder son indépendance et d'être financé quand on doit servir à une grande cause économique, industrielle et politicienne. Enfin bon, donc les experts, disent grâce à 41 indicateurs qu'on aurait éventuellement un réchauffement de 4 jusqu'à 7 degrés d'ici 2100. Fantastique, 7 degrés d'ici 2100. Absolument génial, sachant que depuis l'ère pré-industrielle, donc en un siècle, on aurait pris 0,6 à 0,8 degrés, c'est ce qui est consultable actuellement, c'est ce qui fait consensus, même si c'est pas aussi évident que ça, je vous l'explique dans d'autres vidéos, mais bon, on va dire qu'on a pris entre 0,6 et 0,8 degrés en un siècle depuis donc cette grande ère pré-industrielle, et que maintenant, subitement, on devrait en prendre 6 de plus, ou jusqu'à 7 de plus en moins de temps. Donc ça serait, c'est cool, c'est une bonne idée, ça, c'est bien. On va y réfléchir tous ensemble. Donc on parle de projection, j'avais fait une vidéo dessus, mais j'y reviens très rapidement. Ces projections, donc faites par principalement donc des organismes qui font donc de la projection, comme on dit, donc de la prédiction. Et certains auteurs reviennent dessus en disant c'est très malhonnête, c'est contraire au principe de base même de la science et de la physique, parce qu'ils ne prennent pas en compte des points de référentiel qui sont, eux, ultra importants. Ces points de référentiel, ils permettent de réajuster ces projections à la baisse ou à la hausse. Bon, là, ça serait franchement vraiment à la baisse, voire pas du tout. Mais ils ne le font pas, on continue dans ces délires de lancer de courbes sans prendre en compte ce qui se passe, donc les référentiels à l'heure actuelle. Parce qu'il faut faire peur aux gens un petit peu. Donc là, par exemple, on parle depuis les années 2000 à 2020 de hiatus météorologique. Vous pouvez regarder ce que c'est consultable n'importe où, sur Internet ou ailleurs. Comme quoi, depuis 20 ans, il y a une relative... on ne sait pas trop en fait. Il n'y a pas de tendance haussière ni baissière du climat au niveau des températures. Et ça leur a posé problème, surtout à nos amis du GIEC, qui ne savaient pas trop s'il fallait en parler donc aux gens en général. Puis finalement, ils l'ont mis un peu de côté. Puis il y a eu l'histoire du Climategate et des mails de scientifiques, de gens qui travaillent pour le GIEC, qui sont sortis, qui sont apparus, et puis finalement c'est passé un peu à la trappe. C'est un peu, ça a été un petit peu médiatisé, mais ça faut pas trop en parler, parce que ça coince un peu pour les prévisions. Donc voilà, on devrait prendre 7 formidables degrés en 2100 et tous finir ébouillantés d'après les projections. Donc projections, c'est très important. Petite parenthèse aussi pour vous montrer encore la grande indépendance entre le climat, qui est une vraie science, mais on en fait une pseudo-science, et tous ces économies industriel et politicien. Notre dirigeante de Météo France est une dame qui vient d'un organisme de, comment on appelle ça là, quand on fait les sondages, tout ça. C'est pas des sondages qu'elle faisait, mais mais ça me revient plus. En tout cas, elle a travaillé pour tout ce qui est énergie, et tout ce qui est statistique. Voilà. Donc on voit encore qu'elle a sûrement une très grande indépendance entre ses chiffres à elle, ses stats et la science. Mais c'est pas très grave. C'est juste des petites parenthèses comme ça parce qu'il faut en passer quelques-unes. Donc on nous dit que ça va être là. Enfin, vous pouvez lire l'article, qu'une grande catastrophe est annoncée, tout ça, blabla, qu'on va prendre 7 degrés et que donc ça serait une catastrophe. Alors moi je dis juste sur ces 7 degrés, on va parler de l'optimum médiéval très rapidement, donc période au Moyen-Âge qui a été plus chaude qu'à l'heure actuelle, qui a permis un expansionnisme de certaines civilisations comme les Romains, des meilleures cultures dans nos climats tempéré, et donc globalement moins de mortalité associée au froid l'hiver dû aux maladies et tout simplement au froid en général.
Et donc voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire que toujours dire que plus chaud ça veut dire moins bien, non, c'est pas du tout évident. On pourrait même penser que globalement plus il va faire, si jamais il ferait plus chaud, parce que ça encore c'est pas du tout avéré, d'autres monsieur, des vrais scientifiques, donc Alain Gillot-Pétré par exemple, dans le livre que j'ai chez moi à la maison, il parle du fait qu'on est en train de basculer, même si lui il n'est plus d'actualité. Enfin, pensez pour lui qui a disparu il y a une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises, une quinzaine d'années maintenant. Il parlait déjà à l'époque du minimum de mondeur, une activité solaire qui devrait baisser, et donc peut-être une période un petit peu plus fraîche là sous peu. D'autres en parlent aussi, certains de la NASA ou de l'organisme national sur tout ce qui est océan atmosphère, la NOAA, North, je sais plus quoi, American Administration. Donc voilà, tout ça pour dire que les gens fous comme moi là qui parlons un petit peu d'une autre manière, on n'est pas tout seul quand même. On n'est vraiment pas tout seul même, mais bon, après il n'y a pas la voix qui est portée nécessairement sur internet ou sur mediatv.com, je sais pas quoi. Donc toujours cette même idée de faire peur, de nous diriger vers un système de pensée et surtout de consommation, de taxes, carbone, on nous la fout partout, on sait partout, dans vos enveloppes, partout. Mais vous n'y faites plus attention parce que vous êtes tous là à dire, ben oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose, donc il faut qu'on paye, hein, parce que si on paye, on va changer le temps qu'il fait. Le temps, il y en a rien à foutre de nous, ni que tu fasses un truc sur le carbone ou quoi, il s'en fiche complètement, en fait. L'idée qui doit être linéaire, c'est une hérésie. Bon, j'ai plus mon article, il est en train de sauter. Le temps n'a jamais été linéaire, il a toujours été soumis à des fluctuations, donc fluctuations de l'énergie qu'on reçoit de la part du soleil et aussi l'état de santé de notre planète. Quand vous avez des grandes éruptions volcaniques, par exemple de supervolcans ou une météorite qui nous tombe sur le coin de la figure, ça propulse des particules dans l'atmosphère, ça freine une partie de la radiation thermique émise par le soleil, donc moins de photosynthèse et moins de chaleur et donc moins de végétaux. Mais j'y reviens un peu plus en détail après. Donc on nous dit, la chaleur provoquera une diminution des récoltes. Une diminution des récoltes. Donc je vous ai parlé de l'optimum médiéval, je vais juste vous dire très rapidement, on remonte un peu plus en arrière, la période des dinosaures, donc cet expansionnisme formidable de la vie des animaux, donc des reptiles, etc., et a été permis à cette époque parce qu'il faisait beaucoup plus chaud, donc globalement il y avait beaucoup plus de végétaux parce que plus de chaleur et plus d'humidité. La chaleur est corrélée à l'humidité, c'est un principe physique, plus il fait chaud, plus l'air peut contenir d'humidité et plus de toute manière il y aura d'évapotranspiration de la part des végétaux et de transpiration tout court de la part des fluides, des liquides. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, c'est la physique qui décide, c'est pas mediatv.com ou je sais pas quoi. Donc à partir de là, eux, ils ont disparu parce qu'à un moment donné, vous avez eu donc soit une météorite, soit des volcans, soit plusieurs phénomènes conjoints qui ont en tout cas mené un refroidissement du climat, une baisse de la photosynthèse sans doute, donc moins de végétaux, donc ces animaux qui ont pu se développer à sang froid parce qu'il faisait beaucoup plus chaud et parce qu'ils avaient beaucoup de nourriture, c'est venu à leur manquer, ils ont disparu, ça a permis l'émergence des petits comme nous, des petits mammifères, petits rongeurs, etc. C'est pour ça que nous, maintenant, on essaye de dominer le monde avec une histoire de CO2. Bon. Enfin bon, donc c'était juste pour faire revenir sur cette histoire de culture. Je sais pas si je vous l'ai dit là précédemment, mais ça permettrait aussi, s'il faisait plus chaud éventuellement, d'avoir des nouvelles cultures dans des espaces plus nordiques. Je pense par exemple à la taïga, voire peut-être la toundra, donc des milliers, des centaines de milliers, de millions de kilomètres carrés où fleuriraient des nouvelles cultures. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, vous prenez Groenland, Greenland, la terre verte, à une époque à l'optimum médiéval, où on cultivait quelques petites choses dessus. C'est beaucoup moins le cas maintenant, parce que le climat encore varie en fonction comme je vous ai dit, de la santé du soleil, de son activité solaire, de la planète, etc., de sa relation, je vais même parlé dans notre vidéo, j'ai pas développé son ellipse, sa précession au niveau équinoxe, etc., etc. Donc, là, mon ordinateur bug parce qu'il est fatigué. Donc je crois qu'il dit enfin pour finir, conditions météorologiques extrêmes, plus de sécheresse, multiplication des sécheresses. Là encore, le mec qui publie ça ne fait pas son travail, c'est pas possible. On peut pas parler de plus de chaleur et plus de sécheresse. Ce n'est pas possible, c'est... j'ai pas le terme, mais c'est quelque chose qui va à l'encontre de la bonne science, en fait, de la bonne pensée, de la logique. Il faut savoir que plus il fait chaud, plus il y aura d'humidité dans l'atmosphère, par évapotranspiration de la part des terres, des végétaux, et par transpiration tout court de la part des océans, et globalement de tous les liquides et tous les fluides sur la planète.
Partant de ce principe, il y aura nécessairement plus de pluie, plus d'humidité redistribuée et plus de verdure. Alors après moi, comme je suis pas sectaire, je vais quand même faire une petite modération. Comme le climat est très complexe, il est fait de circulation atmosphérique, etc., de brassage, une augmentation de la température ou même un refroidissement, ça peut changer, interférer avec certains positionnements de centres atmosphériques, anticyclones, dépression, etc. On peut avoir des régions qui subitement deviendraient plus sèches, mais ça serait minoritaire par rapport à l'idée générale qu'il y aurait plus d'humidité disponible et surtout plus de pluviométrie sur la planète. Ça a toujours été comme ça. Plus la planète est chaude, plus elle est humide, plus elle est froide, plus elle est sèche. Ce sont deux choses qui ne sont pas dissociables. Donc dire que on va aller dans une multiplication des sécheresses, sachez aussi que par des périodes plus chaudes, certains grands déserts ou certaines parties, je pense aux parties subsahariennes ou subsahéliennes, étaient beaucoup plus vertes qu'à l'heure actuelle. Je ne vais pas aller plus loin dans cet article, c'était une petite réaction comme ça, pour, voilà, encore une fois, on est toujours dans le même cirque, il va faire plus chaud, donc il va faire je sais pas quoi, plus sec, donc on aura plus à bouffer, donc on va plus mourir. Donc pensez à ne plus vous reproduire, hein, parce que c'est ce qu'on commence à nous dire, donc pas dans cet article, mais dans d'autres articles. Pensez à payer tous les taxes qu'il faut, acheter des trucs, des nouveaux trucs qui vont vous coûter une plombe et qu'on va faire passer sur le truc de je sais pas quoi, du bio, manger de la verdure, hein, parce que la viande c'est beaucoup trop cher, et ça doit rester à certaines élites qui doivent bien en profiter. Ou si vous décidez, parce qu'on sait bien que l'être humain il a du mal à obéir, ben vous allez payer le prix fort. Payer le prix fort au niveau psychologique, hein, parce qu'on vous fait tous peur, et payer le prix fort au niveau financier. Donc voilà, la guerre économique de la météo est lancée. Je vous fais un bisou, ciao, salut.